Le film de ce soir nous vient de Grande-Bretagne. Il est consacré à la tragédie du Lusitania, ce gigantesque paquebot britannique, rival du Titanic, qui sera coulé en 1915 par un sous-marin allemand. Les centaines de victimes, femmes, enfants, dont de nombreux citoyens américains, seront ensuite utilisés avec efficacité par la propagande de guerre anglaise pour faire basculer une opinion américaine jusqu'alors massivement neutraliste du côté des Alliés. Ce film explore donc la possibilité qu'au-delà de la maladresse politique que cet acte impliquait de toutes les manières de la part de l'Allemagne, il y ait eu une véritable conspiration britannique pour en quelque sorte pousser l'Allemagne à la faute. Il faut être encore plus clair. Il ne s'agit ni plus ni moins que d'incriminer Winston Churchill, qui était alors ministre de la Marine et ardent partisan d'une entrée des États-Unis dans la guerre aux côtés de l'Empire britannique. À l'appui de cette thèse, le film produit plusieurs faits incontestables. Faux repavillonnage américain d'un bateau qui restait entièrement britannique, transport d'une cargaison de grenades en fraude, dont l'explosion sous le choc d'une seule torpille provoquera en fait la destruction complète du bateau. Si Churchill avait à l'évidence négligé les risques épouvantables que ces tricheries faisaient courir à ce paquebot civil, cela ne signifie pas pour autant qu'il l'ait sacrifié délibérément. Au reste, la tragédie du Lusitania n'entraînera pas l'entrée en guerre des États-Unis à cette date, mais seulement l'arrêt pour un temps des opérations sous-marines. Ce fut la reprise de ces mesures de guerre par l'Allemagne qui provoquera, mais 2 ans plus tard, en 1917, cette entrée en guerre. Ce film, fondé sur une enquête incontestable, s'interdit d'affirmer franchement. Il se contente à petites touches de jeter le doute. Mais on peut notamment déplorer qu'il n'y ait pas trace des débats au plus haut niveau du gouvernement allemand, pourtant vif, entre le chancelier Bethmann-Hollweg, opposé à cette guerre sous-marine, et l'amiral Tirpitz, constamment belliciste. À l'issue de ce film, on a envie de répondre, ce ne fut ni un crime de guerre allemand, ni une conspiration britannique, mais la guerre tout simplement, avec ses impondérables et ses tragédies. Ce jour-là, les conditions étaient idéales. Il n'y avait pas un souffle de vent et la mer était calme. De nos jours, on a tellement l'habitude de voir ça au cinéma qu'on a du mal à imaginer que ça s'est réellement passé. Se dire que l'on se trouve sur les lieux même du naufrage, sans avoir à recréer un décor artificiel, c'est tout à fait différent. Le XXe siècle avait à peine commencé et l'idée même que l'on puisse impliquer des civils dans une guerre était inconcevable. Ce devait être une vision terrifiante de découvrir tous ces corps flottant à la surface. Beaucoup avaient encore leur gilet de sauvetage sur eux. Ça devait être horrible de voir un si grand paquebot faire naufrage tout près des côtes. L'histoire est riche en catastrophes et en tragédies sans nom. Combien de vies humaines ont été détruites et de destins brisés à la suite de ces coups du sort? Le 7 mai 1915, le Lusitania, paquebot britannique, est torpillé. 1198 civils trouvent la mort au cours du drame. Voici le récit de cette tragédie. Une question se pose quand on étudie le naufrage du Lusitania. Le capitaine Walter Schwieger a lancé une seule torpille contre la coque du paquebot. Après l'explosion, pourquoi le bâtiment a-t-il sombré en l'espace de 17 minutes? Pourquoi autant de passagers se sont-ils noyés en dépit des nombreux canaux de sauvetage? Pendant des années, la rapidité de ce naufrage est restée un mystère pour les experts. Walter Schwieger était le premier à s'en étonner. Walter Schwieger, le capitaine du sous-marin allemand U-20. Bill Turner, le capitaine du Lusitania. 2 pays en guerre, l'Amérique qui souhaite garder la neutralité, quelques villes paisibles d'Irlande du Sud qui semblent vivre en dehors du conflit mondial. Tous ces acteurs vont se retrouver mêlés à une sombre intrigue géopolitique, l'une des grandes énigmes du XXe siècle. En 1914, lorsque la Première Guerre mondiale éclate,
Liverpool est à son apogée. Symbole de l'Empire britannique, fière et prospère, c'est l'une des plus grandes villes portuaires du monde. Au début de la guerre, le gouvernement britannique estime que la puissance maritime est un facteur décisif. Avec l'aide de la Royal Navy, il instaure un blocus contre l'Allemagne, espérant ainsi la contraindre à se rendre. Tous les navires à destination de l'Allemagne sont bloqués et le pays n'est plus approvisionné en matières premières. L'économie allemande se voit ainsi porter un coup fatal. À cette époque, l'Amérique est encore neutre. Personne n'aurait pu prévoir la tragédie à venir. Elle allait modifier à jamais le cours de l'histoire. Queenstown, sur la côte sud-est de l'Irlande, rebaptisée aujourd'hui Cobh. Importante ville portuaire, elle pouvait accueillir à l'époque des navires de grand tonnage. Sous le règne de George V, l'Empire britannique voit sa quiétude et sa sérénité ébranlées par la perte du Titanic. La population perd peu à peu confiance en l'autorité établie. La mort peut frapper tout un chacun sans distinction de classe. On atteint un tournant du XXe siècle. La Grande-Bretagne cherche toujours à exercer sa suprématie dans le domaine maritime. Le tristement célèbre Titanic de la compagnie White Star Line a fait naufrage en 1912. Il appartient déjà à l'histoire. Son grand rival, le magnifique paquebot Lusitania de la compagnie Cunard, est à présent le roi incontesté des océans. Au début du XXe siècle, la suprématie de la Royal Navy est menacée par la marine allemande. En effet, les Allemands sont en train de mettre au point une nouvelle technologie qui en est encore à ses débuts, le sous-marin. Les sous-marins étaient encore rudimentaires et leur autonomie assez limitée. Les premiers sous-marins britanniques pouvaient rester en plongée pendant 12 heures seulement. Ils devaient être ravitaillés en surface par un navire qui les suivait tout au long de leur parcours. Les torpilles existaient déjà elles aussi, mais il était notoirement connu qu'elles manquaient leur cible dans 75% des cas. Ce n'était pas une chose facile de faire plonger un sous-marin et de torpiller un navire de passagers. Il fallait compter avec le hasard si l'on voulait atteindre sa cible. Dans l'éventualité d'une guerre, la Grande-Bretagne savait qu'elle devrait constituer une flotte de réserve en faisant appel à des navires de passagers capables de transporter munitions et matériel de guerre. Le gouvernement britannique et la compagnie Cunard ont conclu un accord pour la construction d'un paquebot surpassant les capacités des navires allemands. Un élément laisse à penser que le Lusitania a été conçu comme un navire de guerre. En effet, si l'on examine les premières ébauches antérieures à sa construction, il apparaît clairement que les plans prévoyaient d'équiper le Lusitania avec des mitrailleuses de calibre 15-2. Les Anglais ont commis une erreur en sous-estimant la menace que représentaient le sous-marin et les torpilles. L'amirauté britannique exige un bâtiment qui soit facilement transformable en navire de guerre. Mais la compagnie Cunard songe avant tout au confort de ses passagers. Elle décide donc de concevoir le Lusitania et le Mauretania avec un faste digne des hôtels les plus luxueux. Avec à son bord 2300 passagers et 900 membres d'équipage, ce monarque des mers est censé traverser l'Atlantique à une vitesse de 25 nœuds tout en transportant du matériel de guerre. I personally myself Je pense en effet qu'il y avait des munitions à bord. À cette époque, les navires constituaient le seul moyen de transport. L'aviation en était encore à ses débuts et toutes les marchandises étaient convoyées à bord de grands cargos possédant d'immenses cales. L'affaire du Lusitania a soulevé de nombreuses controverses. On affirme notamment que le gouvernement britannique aurait fait monter des passagers à bord alors qu'il savait que le navire transportait du matériel de guerre. Il se serait ainsi servi de civils comme couverture. Regardez par exemple le shrapnel qui se trouve derrière moi. 5000 exemplaires de ce type ont été embarqués à bord, même s'ils n'étaient pas assemblés comme celui que vous voyez ici.
À bord du Lusitania, il n'y avait que les projectiles. Des projectiles qui contenaient des centaines de balles. Le 7 septembre 1907, la liaison régulière Liverpool-New York est ouverte. Elle est assurée par le Lusitania. Ce jour-là, près d'un quart de million de personnes se rassemblent sur les rives de la Mersey afin de célébrer le voyage inaugural de ce magnifique paquebot. Dès le départ, sa taille imposante inspire confiance. Pour un historien de la marine comme Ray Wilson, le Lusitania demeure un paquebot de rêve. Pour l'époque, le Lusitania était un navire immense. C'était un paquebot imposant qui pesait 48 000 tonnes et mesurait 230 mètres de long. Il possédait 6 ponts et 11 ascenseurs. Il pouvait transporter 2300 passagers et 900 membres d'équipage. Vu sa taille gigantesque, il consommait une quantité impressionnante de charbon. Chaque jour, les 25 chaudières dévoraient 1000 tonnes de combustible. Les chaudières consommaient une telle quantité de charbon qu'il fallait un foyer de 1000 mètres carrés. Les machines atteignaient une puissance de 68 000 chevaux. Ce paquebot était aussi équipé d'hélices incroyables, qui pesaient 22 tonnes chacune. Il y en avait 2 vers l'intérieur et 2 vers l'extérieur. À bord du Lusitania, la haute société goûte aux délices d'une traversée luxueuse, baignant dans une opulence et un faste sans précédent. Millionnaires et monarques, diplomates et aristocrates se croisent sur les ponts de ce palace flottant. Le décor est somptueux. Acajou polis et chandeliers scintillants côtoient de fabuleuses coupoles de verre et des cheminées en marbre. Les passagers de deuxième classe sont aussi logés à bonne enseigne, dans un décor des plus cossus. Seuls les passagers de troisième classe doivent se contenter d'un cadre plus spartiate. Lors de sa deuxième traversée transatlantique, le Lusitania navigue à une vitesse moyenne de 24 nœuds et relie Liverpool à New York en 4 jours, 19 heures et 52 minutes. Il rapporte ainsi à la flotte marchande britannique le ruban bleu, une distinction commerciale très convoitée. En Allemagne, les effets du blocus britannique se font durement sentir. La réponse de l'armée impériale ne tarde pas. Ses sous-marins entrent bientôt en action. Au large des côtes britanniques et irlandaises, les eaux sont déclarées zone de guerre. Jusqu'à présent, un accord moral existe entre les deux pays en guerre. Il stipule que le sous-marin doit avertir sa cible avant de tirer, afin que les passagers et l'équipage aient le temps d'évacuer le navire. C'est du moins ce que croient les Allemands. Les Allemands constatent rapidement que cet accord n'est pas respecté. Le 15 février 1915, Churchill envoie des ordres classés secret défense à tous les navires marchands. À l'avenir, si l'un d'eux reçoit une sommation de la part d'un sous-marin ennemi, il ne doit pas se rendre. S'il est en position favorable, il doit viser l'étrave du sous-marin. Cela permet de briser la coque du bâtiment ennemi. Si ce n'est pas possible, le navire doit faire route vers le port le plus proche ou demander de l'aide, mais il ne doit en aucun cas se rendre. L'application de ces ordres entraîne la perte de 12 sous-marins allemands en peu de temps. Dès lors, l'accord moral est rompu. Le 15 février, l'empereur télégraphie à tous les capitaines de sous-marins. Il leur donne l'ordre de ne pas attaquer les navires battant pavillon neutre, à moins d'avoir la certitude que ce sont des bâtiments ennemis déguisés. Churchill était premier lord de l'amirauté. Il a pris différentes initiatives que les Allemands ont considérées comme autant de justifications pour torpiller le navire. Par exemple, le Lusitania battait pavillon britannique et transportait des passagers neutres. Churchill considérait cela comme légitime, mais pas les Allemands, bien entendu. Au cours du printemps 1915, le Lusitania continue à effectuer ses 2 traversées mensuelles. Il transporte des membres de la haute société ainsi que des familles d'émigrants en partance pour New York. Cependant, il ne tente plus de battre des records de vitesse. La direction de la compagnie Cunard a en effet décidé de faire des économies sur le charbon, car les passagers se font plus rares.
La vitesse du Lusitania passe ainsi de 26 à 21 nœuds, réduisant par là même ses possibilités d'échapper à d'éventuelles attaques sous-marines. Le directeur de la compagnie Cunard envoie alors un câble à son président. Afin de consommer encore moins de charbon, il lui demande de supprimer une partie des chaudières. Le capitaine Dow, qui commande le Lusitania, refuse catégoriquement. À moins de naviguer à plein régime, il refuse d'effectuer la traversée de l'Atlantique Nord. Les eaux sont envahies par les sous-marins. Le capitaine Dow obtient satisfaction. Le 20 février 1915, il fait sortir le Lusitania du port de Liverpool, malgré la menace sous-marine. Le jour même, 2 bateaux sont coulés par le sous-marin U-30, à 10 000 marins de la trajectoire du Lusitania. Le capitaine Dow est à bout. Le 8 mars, il envoie un message à la compagnie Cunard. Désormais, il refuse de transporter des passagers en même temps qu'une cargaison de munitions. Les dirigeants de Cunard estiment que le capitaine Dow ne résiste pas à la pression. Ils décident de nommer un autre commandant à la tête du Lusitania et trouvent rapidement son successeur, le capitaine William Thomas Turner. Le capitaine Turner s'avère être un vieux loup de mer. Il passe pour un excellent navigateur et jouit d'une réputation hors pair. Sa force de caractère et ses compétences ne sont plus à démontrer. Il déteste les aspects mondains liés à la vie de capitaine. Il préfère prendre ses repas sur le pont afin d'éviter les passagers qui veulent à tout prix dîner à sa table comme s'il était membre de la famille royale. Tandis que le capitaine Turner traverse l'Atlantique, des faits inattendus se produisent à New York, Londres et Wilhelmshaven. Les événements prennent une tournure qui va s'avérer fatale pour le Lusitania. Une semaine avant le départ du Lusitania pour l'Angleterre, l'ambassadeur d'Allemagne à New York prend la décision d'avertir les passagers. Il les met en garde d'effectuer cette traversée. J'ai appelé les journaux de New York pour faire circuler l'information. Ce paquebot était une cible potentielle, même si c'était un navire transportant des passagers. À cette période de la guerre, les agents allemands basés à New York avaient communiqué à la presse que le Lusitania transportait une cargaison de contrebande, comprenant notamment munitions et explosifs. Il leur était facile de présumer ce fait, sachant qu'il y avait de la place à bord pour un tel chargement. En réalité, le paquebot transportait des munitions destinées à des armes de petit calibre, en majorité des balles de fusil. Ces balles sont susceptibles de déclencher un incendie. Elles peuvent même provoquer une explosion et blesser des gens, mais leur puissance est insuffisante pour faire couler un navire. Ils transportaient aussi des shrapnels et de puissants explosifs fabriqués par la société Bethlehem Steel Corporation à New York. À cette époque, on en importait de grandes quantités à cause de la pénurie de munitions en France. Mais rien ne prouve que les shrapnels aient été remplis d'explosifs. À bord du Lusitania, des passagers sont morts à l'endroit où les shrapnels étaient stockés. On a aussi retrouvé des fusées détonateurs, mais une fois ouvertes, on a vu qu'elles ne contenaient pas d'explosifs. Comme elles étaient vides, il y avait toutes les raisons de croire que les obus l'étaient également. À l'époque, on avait encore le droit de transporter les munitions à bord d'un navire marchand, même si c'était moralement répréhensible. Le Lusitania s'apprête à entamer sa 101e traversée, cette fois en direction de Liverpool. Il embarque une immense cargaison composée principalement d'envois gouvernementaux. Pour cette traversée fatale, la majeure partie de la cargaison est chargée dans le plus grand secret. Elle comprend 1639 lingots de cuivre. De plus, 1300 caisses de shrapnel sont stockées juste au-dessus, à côté de 74 barils de combustible. Il y a aussi du fromage, du beurre, du lard et des conserves, ainsi que plusieurs centaines de caisses contenant des articles divers. Le manifeste contrôlé par la douane de New York fait uniquement mention du lard et des marchandises diverses. Il faut 700 hommes pour charger cette immense cargaison. Le manifeste totalise 24 pages. Cependant, la déclaration faite à la douane de New York ne tient que sur une seule page. And a mystery item listed on the manifest, to my mind a misnomer, was 193 cases. Il y avait un mystère.
À mon avis, la déclaration des 193 caisses de poudre de bronze sur le manifeste était fausse. Il y avait une raison évidente à cela. On a appris qu'il s'agissait de poudre d'aluminium. Si elle subit un choc, elle risque de créer un nuage de poussière très explosif. Il suffit ensuite qu'il entre en contact avec une étincelle ou une flamme pour que cela provoque une violente déflagration. Nous savons donc qu'il y avait à bord du Lusitania 193 containers d'aluminium susceptibles d'exploser s'ils dégagent un nuage de fumée. Et le meilleur moyen de provoquer un choc violent, c'est bien sûr de torpiller le paquebot. Selon moi, après l'impact de la torpille, une explosion a dû se produire, provoquée soit par du charbon, soit par un autre combustible. Pour qu'un bateau de cette taille coule en moins de 20 minutes, entraînant la mort d'autant de personnes, il a dû se produire une explosion interne très violente. Le 1er mai, une multitude de journalistes et photographes se rassemblent à l'occasion du départ. Les passagers pensent qu'ils sont venus faire des reportages sur les célébrités et les aristocrates ayant pris place à bord de ce palace flottant. Mais les journalistes ont une autre idée en tête, plus inquiétante. Ils connaissent la mise en garde adressée par l'ambassade d'Allemagne et sont venus interviewer les passagers qui veulent malgré tout effectuer la traversée. Sans le savoir, ils prennent des photos qui deviendront des témoignages historiques de cette traversée fatale. Pendant ce temps, dans la salle des transmissions, le jeune télégraphiste Robert Lees réceptionne les premiers messages en provenance de la Western Union. Le premier est adressé à Alfred Gwyn Vanderbilt, passager le plus fortuné du Lusitania. Ce télégramme le met en garde et lui conseille de ne pas embarquer. Le message suivant est adressé à Charles Frohman, célèbre impresario de théâtre. Robert Lees réceptionne 7 autres messages destinés à des personnalités figurant sur la liste des passagers. Croyant à une combine publicitaire, les autorités portuaires font disparaître ces télégrammes. Plus tard, le capitaine Turner jurera donc en toute bonne foi devant la commission d'enquête qu'aucun passager n'avait reçu de télégramme de mise en garde. Au moment du départ, familles et amis se pressent sur le port pour saluer les leurs. Le Lusitania hisse son pavillon près de celui des États-Unis. Dans un mugissement de sirènes, il s'éloigne lentement du quai 54 pour sa dernière traversée. À bord, 1959 passagers, dont 159 citoyens américains et 123 enfants. Au même moment, le sous-marin allemand U-20 quitte la base navale d'Emden sous le commandement du jeune lieutenant-capitaine Schwieger. Walter Schwieger est l'un des officiers de marine les plus brillants de sa génération. Le capitaine Turner fait route vers Liverpool à plein régime. Il pense qu'en cas de menace sous-marine, l'amirauté britannique escortera le Lusitania jusqu'au port de Queenstown. Les passagers et l'équipage seront ainsi protégés jusqu'à ce que tout danger soit écarté. Tandis que le sous-marin U-20 approche des côtes irlandaises, les passagers goûtent avec insouciance au plaisir de la vie à bord du plus somptueux paquebot du monde. La traversée s'écoule agréablement, au rythme des compétitions sportives disputées sur le pont, des promenades et des dîners fastueux. Pendant ce temps, les réunions entre Churchill et l'état-major sont de plus en plus tendues. Churchill est encore marqué par l'échec de l'expédition des Dardanelles et les États-Unis refusent d'entrer en guerre aux côtés des Alliés. Le 5 mai 1915, une grave décision est prise. Désormais, le Lusitania ne bénéficiera plus d'une escorte. Il se retrouvera seul face à son destin. Aujourd'hui encore, on ignore qui a pris cette décision, source de nombreuses polémiques. Churchill souhaitait que les États-Unis entrent en guerre aux côtés des Alliés,
Mais jusqu'où aurait-il pu aller pour atteindre cet objectif et à quel prix? Churchill était inflexible, mais c'était un grand patriote, et l'idée qu'il aurait pu mettre en danger la vie de citoyens britanniques est totalement absurde. La rumeur de conspiration qui entoure cette affaire n'a jamais été vérifiée. Il est facile de dire que Churchill était impliqué, mais rien ne le prouve. En 1915, il était techniquement impossible de planifier la rencontre de deux bateaux en un même lieu et au même moment. Même aujourd'hui, avec les communications par satellite, ce serait difficile. Si l'on part de cette hypothèse, cela implique que Churchill ait dévoilé aux Allemands la route du Lusitania. Mais même s'il l'avait su, il n'aurait jamais fait une chose pareille. Il a sans doute tiré parti du torpillage à des fins de propagande. Après cette tragédie, l'opinion publique américaine a commencé à se tourner vers les Alliés. Mais rien ne prouve que Churchill ait été impliqué dans cette affaire. Dans les eaux de l'Atlantique Nord, loin de ses considérations diplomatiques, le capitaine Turner a d'autres choses en tête. Il a la responsabilité des 2000 personnes se trouvant à bord de son navire. Le Lusitania s'approche à grande vitesse de la zone dangereuse. Le capitaine Turner décide alors de changer de cap et de suivre une route située à 20 000 marins au sud des côtes irlandaises. Sans le savoir, il se dirige droit sur le sous-marin de Schwieger. Le soir du 6 mai, le capitaine Turner inspecte son navire. La fraîcheur du soir s'est installée. Dans l'attente du dîner, la plupart des passagers ont quitté le pont et regagné leur cabine. À ce moment, le haut commandement de Queenstown envoie un télégramme urgent au capitaine Turner. Robert Lees le lui transmet sur le champ. Turner apprend que des sous-marins croisent au sud de l'Irlande. Il pense retrouver son escorte le lendemain à l'aube et s'attend à ce qu'elle lui donne l'ordre de faire route vers le nord pour trouver refuge au port de Queenstown. Pour des centaines de passagers, le dîner qui s'annonce sera le dernier. Le matin du 7 mai 1915, à 11h30, on aperçoit la côte irlandaise depuis le pont du Lusitania. À Liverpool, la direction de la compagnie Cunard exige que l'on prenne des mesures pour prévenir le paquebot du danger imminent. Au phare du cap Old Head of Kinsale, les gardiens vaquent à leurs occupations habituelles. En ce jour du mois de mai, les gardiens du phare s'occupaient des travaux de printemps. Ils étaient peut-être en train de refaire les peintures à l'extérieur, et ils ont sans doute vu le Lusitania. Le Lusitania a dû être visible pendant une bonne heure depuis la côte. Tous les gardiens du phare observaient avec intérêt le trafic des navires au large. Aucun bateau ne leur échappait. L'après-midi du 7 mai, à 13h20, le capitaine Walter Schwieger repère dans son périscope les 4 cheminées d'un paquebot. Il se dirige vers la côte, à 14 000 de son sous-marin. Il consulte l'édition 1914 des navires de guerre britanniques et reconnaît immédiatement la silhouette du bâtiment. Il s'agit du Lusitania, présenté comme un navire marchand armé. À 13h35, Schwieger écrit dans son journal de bord. Le paquebot vire à tribord et met le cap sur Queenstown. Il prépare peut-être une offensive. Pendant les 25 minutes qui suivent, il navigue à plein régime et se met en position de tir. À 14h12, le sous-marin U-20 lance une torpille contre le Lusitania. Leslie Morton, la vigie du Lusitania, repère la traînée blanche de la torpille. Pris de panique, il donne l'alerte.
Les passagers n'en croient pas leurs yeux et restent pétrifiés de terreur dans l'attente du choc. Le capitaine Turner vient de quitter la passerelle quelques instants auparavant. Lorsqu'il entend Morton crier, il revient en courant, mais il est trop tard. Une terrible explosion ébranle le navire. Quelques instants plus tard, une seconde explosion se produit. Schwieger n'aurait jamais imaginé pouvoir couler le paquebot avec une seule torpille. Selon ses propres termes, il a été très étonné d'entendre une seconde explosion peu après la première et de voir le paquebot sombrer si rapidement. Au dire des survivants, une première explosion s'est produite au moment de l'impact et une giclée d'eau a jailli. D'après d'autres survivants, il s'est écoulé entre 30 secondes et 1 minute après l'explosion, puis un grondement sourd s'est fait entendre. À ce moment-là, le navire a commencé à gîter dangereusement. Il semblerait que la première explosion et l'impact qui a suivi ont été provoqués par la torpille. Certaines personnes ont cru que le grondement sourd était dû à une seconde torpille, ce qui était faux. De toute évidence, c'est la seconde explosion qui a provoqué le naufrage du bateau. La seconde explosion, beaucoup plus violente, s'avère fatale pour le Lusitania. Des milliers de tonnes d'eau s'engouffrent dans le trou béant percé dans la proue. Les moteurs s'arrêtent immédiatement, mais le paquebot continue d'avancer, poursuivant sa terrible descente aux enfers. En l'espace de 18 minutes, le Lusitania disparaît de la surface et sombre par 100 mètres de fond. À titre de comparaison, après avoir heurté l'iceberg, le Titanic était resté 3 heures en surface avant de couler. L'origine de la seconde explosion demeure l'une des plus grandes énigmes maritimes du XXe siècle. Très vite, le paquebot commence à gîter de 15 degrés. Les chaloupes de sauvetage situées à tribord se balancent. Elles s'éloignent de la paroi, ce qui les rend difficiles d'accès. Quant aux canots situés à bâbord, ils sont presque renversés au-dessus du pont. Il est également impossible de les mettre à l'eau. Les passagers sont pris de panique. Certains tentent de prendre les choses en main et coupent les cordes des chaloupes. Conséquence, les canots chargés de passagers s'écrasent sur d'autres canots déjà à flot, tuant ou blessant les survivants montés à bord. Depuis le rivage, une vision d'horreur s'offre aux témoins qui assistent à la scène, impuissants. Avec leur longue vue, ils apercevaient les naufragés, mais ils ne pouvaient absolument rien faire pour les sauver. La visibilité était très bonne ce jour-là, et ils voyaient les chaloupes de sauvetage s'éloigner de Cormac-Sherry. C'était l'événement le plus tragique auquel ils aient jamais assisté dans la région. Il y a eu beaucoup de naufrages par ici, mais la tragédie du Lusitania est la pire qui se soit jamais produite. Les gens d'ici ont été très choqués par le torpillage du Lusitania. La plupart de ceux qui vivent près du Cap ont assisté à ce drame horrible. Ils ont été d'autant plus bouleversés par l'ampleur de la tragédie qu'ils avaient l'habitude de voir de grands paquebots croisés au large. La région est située sur les principales voies de navigation entre les États-Unis et Liverpool. Et à cette époque, Queenstown constituait un point de passage important. Les gens d'ici ont été d'autant plus horrifiés par cette catastrophe.
Pourquoi les Allemands auraient-ils dû se justifier au sujet de ce crime monstrueux? Ils possédaient un réseau d'espionnage développé et savaient quel genre de cargaison était chargé à bord de quel type de navire. Ils étaient vraisemblablement au courant que 4,2 millions de cartouches Remington avaient été embarqués à bord du Lusitania. Ils savaient que les Alliés voulaient massacrer des soldats allemands qui laisseraient derrière eux des veuves et des orphelins. Ils se doutaient que les Britanniques convoyaient des shrapnels, dans le seul but de les faire exploser au-dessus des tranchées allemandes. Là encore, ils voulaient blesser et tuer des soldats allemands. La cargaison du Lusitania était visiblement destinée à massacrer des Allemands. C'est l'argument que ces derniers ont avancé lorsqu'ils ont envisagé de torpiller des navires transportant des passagers. Par la suite, la commission d'enquête a révélé un fait tragique. 3 ans auparavant, après le naufrage du Titanic, l'opinion publique internationale avait condamné le fait qu'il n'y ait pas eu assez de chaloupes de sauvetage. Ironie du sort, à bord du Lusitania, il y en avait suffisamment pour tout le monde. Le paquebot a sombré si vite qu'ils n'ont pas eu assez de temps pour mettre toutes les chaloupes à l'eau. Si d'autres navires avaient été dans les parages, on aurait pu sauver plus de vies. La plupart des survivants ont été amenés à Kinsale. C'est aussi là que l'on a enterré les victimes. On a amené une centaine de corps à Queenstown. Quelle que soit l'origine de la seconde explosion, les chaudières ne sont pas en cause. Elle s'est produite sous le pont, était plus violente que la première et n'était pas due à une autre torpille. Qu'en est-il de la poussière de charbon? Des expériences récentes ont montré qu'il est exclu qu'une explosion provoquée par cette poussière ait pu se produire, vu l'humidité et la fraîcheur qui règnent au-dessus de l'océan Atlantique. Dans son journal de bord, le capitaine Schwieger consigne qu'il a été stupéfait par les effets de la première torpille. Il ne pensait pas qu'elle était aussi puissante. Sur les 48 chaloupes de sauvetage, seules 6 d'entre elles sont parvenues jusqu'à Queenstown, à moitié vides pour la plupart. Jusqu'à la fin, Robert Lees tentera désespérément d'envoyer des signaux de détresse à l'amirauté de Queenstown et aux navires croisant au large. Le jeune télégraphiste consciencieux quitte le navire quelques secondes seulement avant le naufrage. Malheureusement, dans sa chute, il heurte le bastingage avec violence. Quelque temps après, Robert Lees décède des suites d'un cancer de l'estomac. Jusqu'à sa mort, il affirmera avoir reçu 2 télégrammes de l'amirauté donnant l'ordre au Lusitania de mettre le cap sur Queenstown. Le navire a bel et bien été aiguillé sur une route qui allait lui être fatale. Devant la commission d'enquête présidée par Lord Mersey, le haut commandement de la marine nie les faits. Un élément alimente l'hypothèse du complot. Le lien existant entre l'amirauté, les instructions transmises au capitaine Turner et ce qui s'est réellement passé. Il faut savoir que les 6 et 7 mai 1915, 5 télégrammes ont été envoyés au Lusitania. Nous savons qu'ils ont été bien reçus, mais on a perdu leurs traces depuis lors. Ils circulaient encore en 1972, mais ils ont disparu des dossiers depuis cette date. Cet élément appuie l'hypothèse du complot. On soupçonne l'amirauté de les avoir retirés des archives. Pourquoi de tels agissements? L'amirauté était en définitive responsable du naufrage du paquebot. Ce n'était sans doute pas délibéré, mais nous ne le saurons jamais, à moins qu'elle ressorte le dossier. En tout cas, il semble presque certain que le capitaine Turner ait reçu l'ordre de mettre le cap sur Queenstown. Il existe une preuve étayant cette hypothèse. Un grand nombre de bagagistes ont été tués lors de la première explosion, et les officiers survivants ou décédés ont été retrouvés avec leur uniforme d'apparat, qu'ils revêtaient seulement lors de leur arrivée au port. Or, Liverpool était encore à 250 000 marins. Il n'allait donc pas dans cette direction. Voilà ce qui s'est sans doute passé. L'amirauté s'est rendu compte que le paquebot risquait d'être torpillé. Elle a donc donné l'ordre au capitaine Turner de faire route sur Queenstown. Ce dernier a reçu le message et a exécuté les ordres. Quelques minutes après, le paquebot a été torpillé et a sombré.
Voici l'un des derniers modèles de vedettes de sauvetage. Il en existe deux sortes, le modèle Princesse et le Seven Class, un peu plus grand. Ces vedettes sont équipées d'un système de navigation très sophistiqué, guidé par satellite. Elles peuvent atteindre une vitesse de 25 nœuds, quelles que soient les conditions météorologiques. Elles sont également dotées d'un équipement de premier secours très moderne, comprenant masque à oxygène et civière. Il y a aussi à bord un canot de sauvetage d'appoint qui peut être amarré à un autre bateau si nécessaire. Les vedettes de sauvetage actuelles répondent aux normes les plus strictes. Elles peuvent affronter les conditions les plus extrêmes. Ces vedettes modernes n'ont rien à voir avec les canots de sauvetage qui existaient en 1915. Le jour où le Lusitania a été torpillé, le temps était au beau fixe. Les bulletins météo annonçaient le calme plat et les secours ont dû ramer pendant plusieurs heures sur une mer d'huile avant d'arriver sur les lieux du naufrage. Il n'y avait pas le moindre vent et au retour, un chalutier a dû les remorquer. C'était le calme plat. On ne peut qu'admirer les efforts et la ténacité dont ont fait preuve les secours. Pendant tout le trajet, ils ont dû progresser à la seule force de leurs bras. Ces hommes étaient admirables. Étant moi-même sauveteur, j'imagine le courage qu'il aura fallu pour parvenir sur les lieux du drame. Il était impensable en ce début du XXe siècle qu'un tel paquebot puisse être torpillé au large des côtes irlandaises. Notre but, c'est bien entendu de sauver des vies en mer. Ce naufrage a eu lieu tout près des côtes, et pourtant les sauveteurs n'ont rien pu faire. C'était une belle journée. La mer était calme. Il était midi et il n'y avait pas la moindre vague. Soudain, le drame s'est produit. Ils avaient touché le Lusitania. Mon père et mon oncle sont partis en mer avec l'équipe de sauvetage. Nous nous sommes réjouis de voir sortir la chaloupe de sauvetage. Ils sont partis vers midi et ne sont rentrés à la maison qu'à minuit. Pendant plusieurs jours, mon père a refusé de parler de ce qu'il avait vécu. Il avait vu des cadavres flotter à la surface et la mer était devenue rouge sang. C'était horrible. Surtout les cris des victimes. La presse américaine émet alors une hypothèse. La rapidité du naufrage serait due à l'explosion de munitions transportées en contrebande. Si elle en avait eu connaissance, la douane américaine ne les aurait jamais laissées passer. Pendant ce temps, l'amirauté britannique réclame officiellement à l'Allemagne un dédommagement. John Organ, le médecin légiste de Kinsale, ne s'intéresse pas à cet aspect de l'affaire. Il tente d'expliquer la mort des personnes retrouvées sur le rivage. La population locale est choquée par l'ampleur de cette catastrophe. La tragédie laissera des traces pendant plusieurs années. Kinsale était le port le plus proche de la catastrophe. Tout près, il y a Queenstown, un grand port naval, où on a enterré la majorité des victimes. Certains corps ont dérivé jusque sur les plages et dans les criques. La population locale a ainsi retrouvé les dépouilles de nombreuses victimes. On offrait une livre de récompense à toute personne qui découvrirait un nouveau corps. Celui qui retrouverait la dépouille du millionnaire américain Alfred Vanderbilt recevrait 1000 livres de récompense. Les gens exploraient les falaises et le rivage.
Tout le monde était choqué par ce drame d'une ampleur sans précédent. Le courant continuait de repousser sur le rivage des cadavres d'hommes, de femmes et d'enfants. Ma famille est propriétaire du pub Mansworth depuis 103 ans. Il fait partie de l'histoire de Cove. L'un des événements les plus tragiques reste le passage du cortège de cercueils, le jour où on a transporté les victimes au cimetière de la vieille église. À l'époque, c'était ma grand-mère qui tenait le pub. Elle m'a souvent parlé de cette histoire quand j'étais encore adolescent et m'a raconté les scènes horribles auxquelles elle avait assisté et la souffrance qui régnait ici. Tous les entrepreneurs de pompes funèbres de la région avaient été mobilisés. Ils avaient acheté des charrettes dans les fermes qu'ils avaient ornées de drapeaux pour donner une certaine dignité à ces funérailles. Mais ma grand-mère a été horrifiée par le comportement de certaines familles fortunées. Quand elles sont venues rechercher leurs disparus et qu'ils manquaient à l'appel, elles ont donné leurs photos aux pêcheurs locaux. Elles leur ont promis une prime s'ils retrouvaient les corps en question. Très vite, les chasseurs de primes à la recherche de cadavres se sont multipliés. S'ils retrouvaient des corps ne correspondant pas aux photos, ils ne se préoccupaient pas de les remonter à bord des canots. Ce naufrage a bouleversé la population. Aujourd'hui, on est confronté plus souvent à ce type de catastrophe. Mais à l'époque, c'était un drame d'une ampleur sans précédent. En dehors de notre guerre d'indépendance, cette tragédie a éclipsé tous les autres événements du pays. Elle a provoqué une onde de choc plus importante que la catastrophe du Titanic. Sans doute parce que tous les cadavres ont dérivé jusqu'au rivage. C'était une véritable tragédie. Cette catastrophe a endeuillé toute la région pendant plusieurs années. Les gens évoquaient le drame à mots couverts. Ils n'osaient jamais en parler ouvertement. Le 10 mai, John Horgan convoque un jury de 12 commerçants dans l'ancien marché de Kinsale. Les fonctionnaires de justice arrivent à Queenstown 3 jours plus tard pour l'ouverture de l'enquête officielle. Le capitaine Turner confirme que l'impact de la torpille a été suivi d'une violente explosion. Malgré une expérience de 47 ans de vie en mer, l'officier de marine ne peut s'empêcher de fondre en larmes, incapable de poursuivre son récit. John Horgan divulgue immédiatement ses découvertes et accuse l'empereur Guillaume II d'avoir violé le droit international par ce torpillage. Bien entendu, les services de propagande allemandes ont tenté de se justifier, tout en reconnaissant secrètement avoir commis une grossière erreur tactique. Le capitaine Schwieger n'a d'ailleurs jamais reçu les honneurs pour le torpillage du Lusitania. Peu de temps après, un graveur de Munich du nom de Gertz a fabriqué une médaille représentant le torpillage du paquebot. Côté pile de la médaille, on voyait un squelette d'officier de la compagnie Cunard, distribuant des billets aux voyageurs en partance pour la traversée. Côté face, le Lusitania était représenté en train de couler, avec des munitions et du matériel de guerre. Les Allemands se sont rendus compte que cette médaille risquait de mettre le feu aux poudres et de provoquer un grave incident diplomatique. Ils ont donc décidé de la retirer de la circulation et d'en interrompre la fabrication. Cependant, un exemplaire est parvenu jusqu'en Angleterre. Les services de propagande britanniques l'ont reproduit à grande échelle et l'ont vendu pour financer l'effort de guerre. Cette médaille symbolisait la barbarie allemande. De nombreuses personnes qui n'avaient pas entendu parler du Lusitania ont pris connaissance du drame grâce à cette médaille. C'était une superbe opération de propagande de la part des Britanniques. Le torpillage du Lusitania apparaît comme un pur acte de barbarie. Torpiller un navire de passagers, avec femmes et enfants à bord, est un horrible crime commis de sang-froid.
Ces civils ne voulaient de mal à personne et ils ont été massacrés. À première vue, cela ressemble à un odieux crime de guerre. Mais il faut le mettre en parallèle avec le blocus imposé par les Britanniques à la population allemande. C'était aussi un crime de guerre perpétré contre des enfants, des femmes, des vieillards et des malades. Certes, la torpille lancée par Schwieger a causé la mort de plus d'1 millier d'innocents, mais le blocus britannique a eu des conséquences similaires. C'était simplement une autre façon de massacrer des innocents. Les autorités allemandes jubilent. La marine impériale a réussi à détruire un navire britannique considéré comme un bateau de guerre. En effet, il transportait en contrebande des munitions et du matériel de guerre sous pavillon américain. Le reste du monde est sous le choc. Pourquoi tant d'innocents ont-ils péri aussi tragiquement? À l'époque, les opinions variaient en fonction du camp auquel on appartenait et des journaux qu'on lisait. La centralisation et la diffusion de l'information étaient loin d'être aussi rapides qu'aujourd'hui. Les gens prenaient pour argent comptant ce qu'ils lisaient dans la presse. Mais pour ce qui est de savoir si le Lusitania transportait ou non du matériel de guerre, ils ont dû se forger leur propre opinion. La population était choquée de voir que les Allemands avaient pu torpiller un navire de passagers avec autant de femmes et d'enfants à bord. Selon moi, même si l'état de guerre était déclaré, les Allemands ne pouvaient pas ignorer que ce navire transportait des passagers. C'est impossible. À mon avis, le torpillage du Lusitania est bien un crime contre l'humanité. La commission d'enquête est présidée par le vénérable Lord Mersey, chargé de l'enquête sur le naufrage du Titanic 3 ans auparavant. Les débats se concentrent sur le fait que le capitaine Turner a changé de cap alors qu'il était tout proche des côtes de l'Irlande. Va-t-il devenir le bouc émissaire dans l'affaire du Lusitania? En définitive, la commission d'enquête conclut à la responsabilité exclusive de l'Allemagne. Quant à la compagnie Cunard et à l'amirauté, elles sont mises hors de cause. Cependant, l'affaire contient encore de nombreuses zones d'ombre et bien des questions demeurent sans réponse. Au fil des années, plusieurs hypothèses ont été avancées quant à l'origine de la seconde explosion. Était-elle due à la chaudière, au charbon, aux munitions? La question reste en suspens. L'hypothèse la plus convaincante semble être celle avancée par Paddy O'Sullivan. On sait que le Lusitania transportait 193 containers de poudre d'aluminium. Lorsque cette poudre subit un choc important, elle produit un nuage de poussière qui, au contact d'une simple étincelle, peut provoquer une déflagration d'une violence extrême. Cet élément est-il la pièce manquante du puzzle? Une simple expérience chimique réalisée dans un modeste atelier a peut-être élucidé l'un des plus grands mystères du XXe siècle. Mais personne ne détiendra jamais la vérité sur cette affaire.